Oui, alors François nous a parlé de la situation internationale avec des grandes tendances de fond et au niveau international, etc. Moi, je vais parler de nos réalités ici, chez nous, et notamment dans notre secteur. Et donc, je vais parler du risque inondation et submersion. Voilà. Ici, nous sommes dans un ancien polder, hein, c'est-à-dire une zone qui a été conquise et asséchée par les moines à partir du VIe siècle. Le cordon dunaire qui n'existait pas par le passé ou avait des petits bouts et tout ça s'était inondé, a été constitué vers l'an 1000 et ensuite les moines ont asséché et aujourd'hui nous habitons un territoire qui est ici, hein, qui est l'ancien delta de la Haar et qui se prolonge jusqu'en Belgique. On a beau avoir une frontière ici, nous sommes dans un même bassin physique qui est inférieur aux eaux de haute mer. Et donc nous sommes dans une situation particulière en France, extrêmement grande en surface, avec 500 000 habitants. 500 000 habitants, c'est y compris nos voisins belges. Hein, puisqu'effectivement, ici, on va au moins jusqu'à Nieuport, après on continue. Hein, voilà. Alors, cette situation, elle est particulière et unique en France. C'est que toutes les eaux qui arrivent dans le polder, il y a des eaux qui viennent des versants, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, des parties hautes de l'Artois, hein, c'est les secteurs de la M, etc. On a également des eaux qui viennent de l'Ar. On a aussi des eaux qui viennent plus loin du canal à grand gabarit. Et toutes les eaux, où qu'elles soient, elles vont à la mer. Sauf qu'ici, elles ne vont pas à la mer directement. Nous avons un sas, c'est-à-dire qu'on ne relâche les eaux qu'à marée basse. Donc on a quelques exutoires à la mer dont je vais vous parler. Ça n'existe pas ailleurs. Hein. Alors voilà donc ce qu'on appelle les bassins versants. Hein. Les bassins versants, ce sont les secteurs qu'il y a autour du delta dont les eaux vont se déverser par ici. Après, on a des bassins versants qui vont aller vers le Boulonnais, et donc c'est la Liane, etc., c'est d'autres rivières. Donc ici, on récolte des eaux de ces versants-là qui vont arriver dans la plaine maritime et évacuer à la mer. Alors ce qu'on se rend compte, c'est qu'ici, dans tout ce territoire, j'en parlerai tout à l'heure, on a des wateringues, hein, c'est-à-dire des zones où on va capter les eaux pour les diriger vers la mer. Et ici, on a les grandes artères hydrauliques. Hein, ici, on a le canal de l'Ar, ici, on a la Haute-Colme. On se rend compte que les points de relâche à la mer ne sont pas nombreux. Ici, on en a sur Calais. Ici, on a à Gravelines, c'est pas très important. Ici, c'est une station c'est l'écluse Mardic qui est très importante, qui a des pompes extrêmement puissantes. Et ici, sur le Dunkerquois, on a le canal exutoire. Voilà. Donc, les points de relâche se font par là. Donc, on relâche les eaux à marée basse. Si en hiver on a des fortes précipitations, il faut qu'on puisse quand même éliminer l'eau. Et donc, du coup, à marée haute, on a des stations de pompage qui vont pomper à marée haute. Sauf que les stations de pompage n'ont pas les débits que si on ouvre les portes pour relâcher. Donc, on dépend des capacités des pompages et des volumes totaux de pompage rajoutés. Hein, on peut avoir des très très gros volumes. Et on a des situations où on est extrêmement critique, c'est-à-dire que les stations tournent à fond la caisse et on est en limite de débordement, d'inondation. Ce n'est pas la première fois pour Dunkerque, pour ceux qui connaissent Dunkerque, que sous la voie ferrée de la gare, l'eau débordait. Hein. Alors ici, une autre vue de notre polder. On voit bien ici tout le réseau un peu plus détaillé des wateringues. Ici,
effectivement les coteaux. Et voilà, quelques rappels par mon collègue François. On a déjà pris 20 cm depuis 1750 et on pourrait aller bien au-delà de ce qui a été dit, puisqu'effectivement on a des phénomènes d'accélération et on peut avoir des points de basculement, donc on pourrait aller de 1 mètre à 2 mètres 2100. Comme je le disais, nous sommes 500 000 habitants. Nous avons aussi, alors 15, si c'est peut-être même 16 sites Céveso, beaucoup sous Dunkerquois, mais aussi un peu sur le Calaisis, et nous avons une centrale nucléaire. Ce qui veut dire que si nous avons des gros problèmes, ce sont quand même des secteurs à risque qui peuvent créer des très graves dégâts, pollution, accidents, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Flandre maritime, c'est le premier secteur français en matière de risque. Alors, et là-dessus, je m'explique. On a d'autres secteurs comme la Camargue qui effectivement a un risque important. Si la Camargue est inondée, ça va gêner la culture du riz, ça va gêner les éleveurs de chevaux et les gardiens et ceux qui élèvent des taureaux. Ils n'ont pas 500 000 habitants. Nous, on a une population considérable et sur un secteur qui est quand même extrêmement important puisque le cordon littoral d'ici qui démarre sous le niveau de la mer qui va jusqu'à Newport, pour ce tronçon-là, ça fait 70 km. Voilà, donc c'est un secteur extrêmement important. Alors, je pense que si on n'est pas capable de regarder la réalité, on n'est pas bien. Elle n'est pas toujours agréable à entendre. Par contre, il est important de la regarder pour l'affronter et notamment anticiper et prendre des mesures, ne pas attendre que la catastrophe arrive. Ça fait plus de 50 ans qu'on dépasse les limites de la Terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans les années 70 qu'il nous fallait une planète Terre qui était capable de répondre à tous les besoins de la population, aux pollutions, aux nuisances qu'on créait. Aujourd'hui, il faut une planète, 8, et si tout le monde vivait comme un Français, il nous faudrait 3 planètes. Donc ça, c'est dès les années 70. C'est également dans les années 70 qu'ont eu lieu les premières conférences internationales sur la situation de l'environnement. Ce qui veut dire que les pouvoirs publics internationaux savent depuis ces années-là quelle est la situation. Et donc ils avaient des alertes, ils avaient des rapports documentés par des scientifiques, ils avaient des éléments extrêmement crédibles, solides et avérés. Et donc, ils avaient les moyens d'agir, d'anticiper, disant on va sur des difficultés, il faudra peut-être qu'on change de braquet. Sur le climat, pareil. Le GIEC a été créé en 1988, premier rapport 1990. On a 35 ans d'inaction. Alors, je dis inaction parce qu'effectivement, ce qui est fait, c'est de la poudre aux yeux. On amuse la galerie. On accrédite l'idée, ça c'est comme quand on donne des miettes, on dit non, on ne laisse pas les gens mourir de faim, on donne des miettes. Mais on ne s'attaque pas réellement à la situation et donc on a des gros problèmes. Donc la synthèse de malheureusement ces situations, c'est qu'on n'a pas d'anticipation, à la fois pour changer de braquet, mais aussi pour faire des investissements, des financements, etc. Et qui est doublé, ceci explique cela. Il n'y a pas de volonté de changer du système. Malheureusement, l'économie et la finance continuent de diriger le monde et les préoccupations humaines et environnementales et de santé passent après la finance. C'est dramatique. Donc ceci explique cela. Alors les changements climatiques actuels, bon, je ne vais pas revenir dessus, je pense que François a bien commenté la situation. Par contre, pour nous, ici, et ce sont 2 éléments importants, je vais revenir sur la submersion de 1953. Alors, 1953, il y a eu une énorme, c'était, si je me souviens bien, les derniers jours de février 1953, une énorme tempête sur la mer du Nord qui a percé les digues aux Pays-Bas.
surface considérable des Pays-Bas qui a été inondée, 3000 morts. Ça a été l'équivalent d'un Pearl Harbor, ou si vous voulez, d'un World Trade Center. Traumatisme considérable. Donc ça a été un grand traumatisme. Derrière, ils ont créé ce qu'on appelle le plan Delta. Et depuis cette date-là, c'est une super priorité et ils continuent tous les ans d'injecter des milliards et des milliards et de faire des investissements. Et y compris depuis les changements climatiques, ils ont dit ce qu'on a fait à un moment et qui tenait la route, faire des digues hyper solides. C'est le principe du Sphène de Roseau, ça ne continuera pas. Il faut qu'on s'adapte. Et donc, ils font preuve d'anticipation et ils claquent des investissements considérables. Alors, 1953, donc, événement majeur, traumatisme aux Pays-Bas. Comme je disais, c'est sur la mer du Nord. Il y a également eu des morts en Angleterre, dans l'estuaire de la Tamise. Ici, le secteur de Calais a été inondé. On a la digue de Sangatte. La digue de Sangatte qui a été endommagée, qui a été refaite. En 1953, on a la digue qui fait 2400 mètres. Et elle s'arrête en venant vers Calais à un endroit qui est un peu plus haut, qui s'appelle le dos d'Âne. Et donc, en 1953, elle est montée tellement haut qu'elle est allée sur le dos d'Âne et elle a contourné la digue et elle a inondé le secteur de Blériot-Calais et Sangatte. Et on n'a pas rallongé la digue, là, lors des travaux, d'un seul mètre. Ce qui veut dire que si on atteint des niveaux de 1953, eh bien, l'eau va passer au bout de la digue et inonder tout ce qui est derrière. Alors, tempête de Xaver de 2013, c'est pareil, c'est un événement qui est important. Moi, j'ai suivi l'actualité climatique depuis de nombreuses années, et donc, bon, on ne retient pas forcément les événements. Mais là, pareil, tempête, c'était la nuit du 5 au 6 décembre 2013, axée sur la mer du Nord. Niveau de la mer anormalement élevé, puisqu'on a une grande dépression. Quand on a une grande dépression, le baromètre s'effondre, l'eau mécaniquement remonte plus haut, de plusieurs mètres. Quand l'événement a été le plus fort, ici au large de nos côtes, c'était la marée basse. Et on a à peu près 12 heures d'écart entre les marées hautes et marées basses. Quand la marée haute est venue, on a eu une chance incroyable. La pression atmosphérique s'est considérablement relevée et donc le niveau prévisible du niveau des mers à marée haute a été plus bas. C'est comme si on va sur une cata, on éteint le gaz. On a eu une chance phénoménale, on a eu une relevée des pressions énorme, et donc l'impact sur les côtes, qui a été fort, aurait dû être plus important. Nous avons été à 40 cm plus bas que 1953. Jan van Ypersele, qui est un climatologue belge, membre du GIEC, a dit on a eu une chance phénoménale. On devait avoir un LEA beaucoup plus important, on a une chance phénoménale. J'espère que tous les politiques ont bien pris en compte cet avertissement de ce qui risque de se produire et qu'on anticipe. Alors sur Xaver, la tempête, on savait qu'elle allait être sévère. Les Belges et les Hollandais ont mis tous leurs services, hôpitaux, police, pompiers, etc., en alerte. Il y a certains secteurs qui étaient particulièrement vulnérables, ils ont évacué la population. La France, rien. Donc, ce qui s'est passé en 2013, où on était pas loin de la cata, et où on a éteint le gaz au dernier moment, ça risque un jour ou l'autre de se reproduire, et on pourrait avoir des niveaux supérieurs à 1953. Donc je disais, la digue toute neuve, on la contourne. Alors, 1953, la digue des Alliés à Dunkerque avait également été cassée, percée, et le secteur de Bredune avait également été inondé.
Hein, voilà. Alors ici, le secteur de la centrale nucléaire avait également été inondé. Sauf que quand on a construit la centrale nucléaire, on a surélevé le plancher de 8 mètres. 8 mètres, c'est 4 mètres plus bas que la digue du Brec. La digue du Brec, c'est 12 mètres. Voilà. Alors, le risque de submersion. Donc, je disais, le cordon littoral, c'est-à-dire au pied du Blanc-Nez qui démarre à Sangatte, j'ai pris arbitrairement jusque Newport, hein, puisqu'après ça continue, mais bon, là on a un point de relâche jusque... Après c'est d'autres secteurs, hein, mais la plaine maritime jusqu'à Newport, c'est 70 km. Donc en très grande partie sur la France, une partie en Belgique. Eh bien si ce cordon dunaire, c'est lui qui va nous protéger. En façade, s'il est percé, la solidité d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Or, nous avons des zones extrêmement vulnérables, critiques. Je vous ai parlé de la digue de Sangatte, on en a d'autres. Le secteur des Escardies, depuis maintenant un certain nombre d'années, les dunes entre Dunkerque et la frontière s'érodent, alors que par le passé, on avait une partie qui s'érodait, on va dire liée aux aménagements portuaires, hein, puisque on peut avoir des turbulences, mais on avait une grande partie du cordon dunaire qui s'engraissait, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus d'apports de sédiments. Or, le cordon littoral s'érode chez nous, mais aussi partout en France. Hein, il n'y a pas qu'ici. Voilà. Donc on a une érosion dunaire, on peut aussi avoir des digues qui sont carrément démolies, détruites. Hein, voilà. Et donc les zones vulnérables, j'en ai parlé. Hein, on a ici tout le secteur de la digue de Sangatte qui est extrêmement faible. Hein, c'est vraiment très faible. Elle peut être contournée. Si elle contourne et qu'on a des entrées massives, quand on regarde la topographie du sol, on peut aller jusque facilement le marais de Guînes. Et donc on pourrait, dans les décennies à venir, au cours de ce siècle, avoir des inondations importantes et de l'eau qui peut rentrer très très loin et aller jusqu'à Saint-Omer. Jusqu'à Saint-Omer par les intrusions marines. Donc nos vies et nos habitats, quand je dis nos habitats, c'est-à-dire qu'on ne pourra peut-être plus habiter, parce qu'imaginons que nous ayons des entrées marines, les sols, on va avoir des problèmes pour les cultiver, on aura eu de la salinisation, on peut également avoir des entrées, des infiltrations d'eau dans nos nappes phréatiques, etc. Donc on va sur des difficultés. Alors les wateringues, effectivement, Manon en parlait, c'est un système unique en France qui est vieux de 1000 ans, puisque ceux qui l'ont mis en place, c'était les comtes de Flandre vers l'an à peu près 1100, Philippe et Thierry d'Alsace. Et donc, on a un certain nombre de secteurs, je vais vous les montrer. Voilà, ici, attendez. Hein. Voilà les secteurs des wateringues. Donc, ils sont tous divisés en zones qui ont leur gouvernance. Hein. Donc, on a un certain nombre de wateringues sur le nord, ici sur le Pas-de-Calais. Et situation particulière, les stations de pompage et de rejet à la mer sont gérées par une autre instance qui s'appelle IIW, c'est-à-dire Institution interdépartementale des wateringues. Hein, donc, en matière de gestion, c'est un peu particulier. Donc, voilà la situation des wateringues. Et ici, un aperçu. On a les stations de pompage à l'intérieur des terres. Après, on a également des stations de pompage pour les rejets à la mer. Donc, on se rend bien compte qu'on est dépendant du pompage. Si on ne pompe pas, l'eau monte et on peut avoir des inondations. Alors, on a un secteur particulier, j'en parle tout de même, ce sont les moires. Les moires, c'est une cuvette qui est sous le niveau des basses mers. Autrement dit, on ne sait pas par écoulement gravitaire,
l'a vidée. Elle a été asséchée par Koberger sous la période où on dépendait comment c'était la période avant Louis XIV. Oui, enfin, Pays-Bas, voilà, c'était sous les Pays-Bas à l'époque, oui, oui. Alors, je vais revenir ici. Oui, donc on dépend du pompage. On doit aussi gérer des apports d'eau. Avec les précipitations qui peuvent être bien plus intenses, on peut avoir des apports d'eau beaucoup plus élevés. Y compris, on peut avoir des transferts d'eau par le canal à grand gabarit qui est relié de l'Escaut jusqu'à la mer du Nord. Et à un moment, c'est pas anormal. Pour protéger la métropole lilloise, on va éviter l'eau qui part vers la Deule et la Marque et la diriger par ici. Donc on peut avoir des apports d'eau qui viennent de très très loin pour protéger des grandes métropoles. Et donc on peut, au-delà des bassins versants, avoir des apports d'eau importants. Alors ça, c'est fait par VNF, c'est-à-dire Voies navigables de France. On n'a pratiquement pas de retenue puisque nous sommes une zone plate. Ici, la retenue qui est assez importante, c'est le bassin audomarois. Et donc, si on a des fortes précipitations, ben, effectivement, on va faire monter le niveau d'eau dans le marais pour protéger les populations et les territoires intérieurs. Et c'est pour ça que les maraîchers ont des problèmes, parce que quelquefois, le niveau est tellement élevé que leurs cultures sont noyées. Et donc, on n'a pratiquement pas de retenue. Alors, facteur aggravant, c'est l'agriculture qui est en place, où les sols sont dégradés, ne sont pas capables de retenir l'eau. Il faut savoir que quand il pleut beaucoup, normalement, on a deux flux. Un flux de surface, c'est ce qu'on appelle le ruissellement. Et le sol, c'est comme un filtre à café. Il y a une partie qui va percoler, qui va être absorbée par le sol et rendue progressivement. Et donc, on a un flux de surface et un flux souterrain. Quand on a des sols de qualité, le flux souterrain se libère progressivement en 3 semaines. On a le temps d'estomper les crues. Aujourd'hui, le flux souterrain n'existe pratiquement plus parce que les sols sont stériles, ne sont plus capables d'absorber de l'eau. Et donc, c'est du ruissellement de surface et c'est du drainage. Et les deux flux s'additionnent simultanément. Et donc, on a des phénomènes qui sont aggravants. Ouais. Alors, je vais vous parler un peu de la gouvernance. Hein. Ça, c'est la situation. Après, qui fait quoi, qui décide? On a un certain nombre de dispositifs qui existent, par exemple, des plans qui sont créés, des interdictions de construire dans des zones inondables, etc., etc., des mesures importantes. Toutes ces mesures sont toujours consécutives à des catastrophes. C'est ça qui est terrible. Il y a des choses qu'on sait, sur lesquelles on veut faire, on n'agit pas, et on attend la catastrophe et qu'il y a une énorme émotion. Alors c'était pour l'inondation, c'était les premières grandes inondations, c'était Vaison-la-Romaine, il y a eu d'autres épisodes dans ce coin-là. Et pour la submersion marine, ça a été en 2010, la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon, où on a eu des morts. Et donc ce sont ces catastrophes-là qui ont provoqué un sursaut et qu'on prend des mesures. Alors, donc, on a un certain nombre de directives qui ont été prises, dont la directive inondation de 2011. Alors, le PGRI, c'est le plan général du risque inondation. On a ce qu'on appelle des PPR, c'est-à-dire plans de prévention des risques. Alors, j'ai mis X parce que c'est peut-être risque inondation, c'est peut-être risque littoral. On a un certain nombre de plans. Ici, à Calais, on est dans un tri. Un tri, c'est un territoire à risque inondation important. Hein, voilà. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une commune sur deux en France est touchée par un risque inondation.
Et là où on a un risque inondation qui est établi, pas hypothétique mais établi, on a obligation d'avoir un PCS, c'est-à-dire un plan communal de sauvegarde, ce qui fait que s'il y a une catastrophe qui se présente ou qui est annoncée, les maires, les élus, via le préfet, parce que ce sont les préfets qui pilotent ça, doivent prendre des mesures pour alerter la population et voir évacuer les populations, dire il faut que vous partiez, et pouvoir aussi, par exemple, les accueillir dans des gymnases, etc. etc. Alors les PCS existent. Le drame, c'est qu'ils sont sur papier et qu'on n'a pas nécessairement de tests, c'est-à-dire qu'on devrait faire des simulations pour voir comment ça fonctionne. On devrait également sensibiliser les gens sur leur existence, comment ça fonctionne, éventuellement s'il y a quelque chose où il faut y aller. Par exemple, au Japon, sur les séismes, il y a la population qui est régulièrement informée, ils font des exercices et tout. Donc on a des choses qui existent sur papier, mais qui ne sont pas nécessairement opérationnelles. Par contre, vous pouvez aller voir vos élus, dire « j'ai appris qu'il y a un plan communal de sauvegarde, comment ça se passe dans ma commune ?» Je vous invite à aller voir, les solliciter, voilà. Alors, la loi GEMAPI, elle a été créée en 2016, alors c'est gestion et maîtrise des eaux et prévention des inondations. Auparavant, on avait un certain nombre de directives qui... Oui, je termine. Oui. On avait un certain nombre de directives qui étaient dirigées par l'État et l'État a rétrocédé énormément des choses aux régions, pas que les collèges, ni les routes, etc. Ils ont également confié cette compétence-là aux collectivités territoriales. Et je vous ai montré le delta, de par l'importance et la situation au niveau national, ce devrait être une mission assurée par l'État, elle incombe aux collectivités territoriales. Donc c'est les CAPSO, c'est les communautés urbaines, etc. Autrement dit, elles n'ont pas les moyens financiers de pouvoir faire les investissements nécessaires, etc. Je vous ai parlé du plan Delta des Hollandais, ils claquent des milliards et des milliards. Voilà. Donc la loi GEMAPI, en ne prenant pas en compte notre situation, elle fait qu'on n'a pas les moyens réellement d'avoir l'argent nécessaire pour s'attaquer à la situation. Voilà, c'est donc la question du financement. Alors sur la gestion des voies de frein, je vous en dirai un mot aussi. D'une part, avec l'élévation du niveau de la mer, comme je vous disais, on relâche les eaux à marée basse. Si le niveau de la mer remonte, on a des difficultés à évacuer, on envoie moins d'eau. Donc on a des problèmes d'écoulement déjà mécaniques. Après, avec plus de précipitations, on va monter. Au niveau des instances des voies de train, ça fait un certain nombre d'années qui disent on a des problèmes de pompage, les pompages arrivent aux limites, il faut qu'on crée des nouvelles capacités de pompage, il faut qu'on rénove un certain nombre de pompes. Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Ce qui a également été dit, c'est que l'écoulement gravitaire, c'est-à-dire naturel, il serait peut-être bien qu'on en crée un nouveau, puisque je vous ai montré, on a essentiellement 4 points, et que les existants, on les élargisse. C'est comme vous roulez sur une autoroute, quand on est passé de 2 voies à 3 voies, on a beaucoup plus de trafic. Si on élargit les écoulements gravitaires, on va pouvoir éliminer plus d'eau. Et donc, là, sur ces questions-là, eh bien, on ne prend aucune mesure, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses qu'on sait, à partir du moment où il n'y a pas de volonté politique, ça ne se fait pas, et donc on va sur des problèmes. Alors, également un gros problème, la population est délibérément sous-informée. Il y a des documents qui existent, par exemple, si vous achetez une maison, on doit vous informer d'un certain nombre de risques. Il y a des documents comme le DICRIM, etc., un tas de sigles qui existent, mais on traite ça sous l'angle administratif.
réellement nous informer de la situation, de son importance, etc., etc. On ne fait pas, c'est plutôt de la com. Et donc ça, c'est embêtant, ce qui veut dire qu'en gros, nous vivons normalement au quotidien, et on est assis non pas sur un volcan, mais sur un secteur potentiellement inondable et submersible demain. Voilà donc la difficulté. Voilà. Bien, ben, je vais stopper là et puis laisser la parole aux autres intervenants. Effectivement, dans l'organisation de notre système français de fonctionnement de gestion, le politique a énormément de pouvoir. Hein. On a un certain nombre d'institutions qui ont des fonctions. Ils ont comme rôle de défendre l'intérêt général, de défendre l'intérêt des générations futures, d'anticiper, etc. Quand ils ne le font pas, eh bien, nous avons le devoir moral d'intervenir. Et donc, le politique a un rôle. Moi, je dis bien sûr, comme tout le monde, je vais voter, mais citoyen, c'est pas seulement aller voter, c'est s'exprimer dans un certain nombre de débats. C'est quand un certain nombre de projets ou de choses se font qui sont graves, intervenir, descendre dans la rue pour mécontenter son mécontentement et dire ça, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas. Si on ne le fait pas, bien sûr que c'est ingrat, et parce que trop souvent on nous dit vous parlez votre temps, ça sert à rien, etc. Si on ne le fait pas, en face ils sont confortés, on leur ouvre un boulevard. Et donc pourquoi ils sont privés? Quand les droits des humains sont bafoués, les libertés sont bafouées, moi je descends dans la rue. Et je ne me pose pas la question si on sera 3000 ou 5000 ou 15, je prends mes responsabilités parce que je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, que ce soit sur le vivant, que ce soit sur le domaine des libertés. Et donc, nous avons aussi une part de responsabilité, pas seulement dans la réalisation personnelle, mais aussi dans la contestation. Elle n'est pas valorisante parce que c'est difficile et trop souvent on nous stigmatise, mais elle est indispensable. Donc, ne renoncez pas et intervenez dans tout ce qui peut se produire, et Dieu sait s'il y a des choses à intervenir.